Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous voir à cet atelier sur la transformation des hébergeurs dans leur transformation écologique. Je suis Ségolène, responsable des relations avec les territoires pour We Go Greener. Et on a construit cet atelier pour, en 1 heure, vous présenter un retour d'expérience de 3 experts du terrain au niveau national, régional et départemental. Donc en 1 heure, vous allez pouvoir avoir leur retour sur comment ils ont abordé l'enjeu du tourisme durable, comment cette problématique a été détaillée pour les hébergeurs et quelles solutions ils ont identifiées pour aider les hébergeurs dans leur transformation écologique. Je vais les laisser en préambule se présenter et ensuite je vous ferai une petite introduction. Donc bonjour à toutes et à tous, Stéphane Landry pour Charente Tourisme et en charge des sujets de commercialisation éthique sur les 2 départements, donc Charente et Charente-Maritime. Bonjour à tous, Nathalie Waro, Atout France, où je suis en charge du pôle Outre-mer. Bonjour, Jean-Marie Hébert, je suis responsable des partenariats chez Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et aujourd'hui avec la casquette directeur du fonds de dotation Essentiel, qui est une émanation ou en tout cas qui a été pensée par l'agence. Et bonjour à tous, Stéphane Vincent, je suis le cofondateur de We Go Greener. Merci. Je vais commencer par planter le décor. Le tourisme durable, on en entend parler depuis maintenant plusieurs années. On commence à comprendre, je pense, ce que c'est. Vous commencez à savoir, on le répète et on le répète. Mais je vais le répéter encore aujourd'hui quand même. Donc le tourisme durable repose sur 3 piliers. Le fait de minimiser les impacts sur l'environnement, le fait de régénérer une économie sociale sur le territoire et de dynamiser l'économie locale en termes de budget et d'argent. Voilà les 3 piliers. Ces 3 piliers ont 3 sources principales d'impact en termes de tourisme de manière générale, qui sont le transport, l'alimentation et l'hébergement. L'hébergement, il est au cœur de ces 3 flux, puisque tous les touristes qui partent en séjour trouvent un hébergement. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que les voyageurs s'engagent de plus en plus dans le tourisme durable, mais ils veulent trouver une offre qui garde leurs critères de confort. Et ça, c'est super important pour eux. Donc, à nous, les professionnels, de jouer sur cette offre-là. L'objectif à long terme du tourisme durable, je reviens là-dessus, puisque c'est fondamental, c'est quoi? C'est de préserver la possibilité pour nos enfants, pour les générations suivantes, de voyager. Et de voyager d'une façon qui continue à faire rêver. Donc ça, c'est vraiment important pour nous de bien comprendre ça. 20%, c'est l'impact de l'hébergement, de la consommation des biens sur l'impact général du tourisme. Donc c'est quand même pas négligeable, même si on est d'accord, le transport c'est 70%, donc c'est bien plus, mais l'hébergement c'est quand même 20%. Donc à ne pas négliger. Et en tant qu'OGD, vous avez un rôle crucial à jouer sur cette carte-là de l'hébergement. Au cours de cette discussion, on va d'abord parler des enjeux liés au tourisme durable, les enjeux fixés par Atout France notamment. Ensuite, on va balayer toutes les problématiques et on finira par les solutions innovantes qui ont été identifiées par les 3 personnes qui sont ici pour avancer sur ces problématiques. Je vous invite à intervenir au fil de cet atelier. Le but, c'est que ça soit vraiment un échange, donc n'hésitez pas à lever la main et à prendre la parole. La seule contrainte, c'est qu'il faut avoir un micro. Donc vous me dites, et puis je viens vous voir avec un micro. Alors, on va entrer dans le vif du sujet tout de suite. Nathalie, je démarre avec le niveau le plus élevé. On va faire un zoom progressivement. Est-ce que vous pouvez démarrer en nous parlant des objectifs qui sont fixés au niveau d'Atout France concernant la transformation durable du tourisme en France? Alors, tout à fait, Ségolène. C'est pas le niveau le plus haut, hein, c'est le niveau supra, c'est parce qu'on a une couverture un peu nationale. Revenir peut-être sur ce qui a été dit, c'est-à-dire que le tourisme durable n'est pas une nouveauté.
En revanche, qui a été fortement accéléré suite à la crise du Covid qu'on a tous traversé, qui était assez inédit pour nos activités et pour le monde entier. Durant les périodes où on a été confiné, reconfiné, interdit de voyager, etc., il y a bien entendu une réflexion qui s'est engagée pour avoir des objectifs. Elle s'est engagée au niveau national et notamment avec notre ministère de tutelle. Elle a abouti en novembre 2021 à un document que vous connaissez tous qui s'appelle le plan Destination France et qui a fixé un objectif ambitieux, mais à l'ensemble des opérateurs et des professionnels, donc à tout l'écosystème touristique, qui était de devenir en moins de 10 ans la référence mondiale en matière de tourisme durable pour la Destination France. Et en fait, dans ce dispositif, Atout France prend sa part. Le GIE le prend à 2 niveaux. Le premier, c'est d'abord accompagner les dynamiques d'investissement des opérateurs dans la transformation durable. Mais quel que soit l'opérateur, que ce soit de l'hébergement, du loisir, de l'équipement, des territoires. Et on le fait comment ? On le fait à travers divers dispositifs d'accompagnement financier que l'on monte avec la Caisse des dépôts, la Banque des territoires et également parfois l'AFD, l'Agence française de développement. Aujourd'hui, il y en a, je pourrais vous en citer 4. Le premier, c'est les divers appels à manifestation d'intérêt que l'on a mis en place dans le cadre du plan Destination France. Vous les connaissez, certains concernent la gestion des flux, d'autres tourisme durable. Certains d'entre vous ont déjà bénéficié de ces AMI et ont candidaté, ce qui est un métier nouveau pour Atout France. Donc on a tout bâti en fait depuis 2021. Ensuite, un programme qui s'appelle France Tourisme Ingénierie et qui accompagne les opérateurs privés, mais également publics, à travers des projets d'hébergement privé avec la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, mais également des projets dits structurants, quand on parle de la filière des maïs, comment je fais du congrès, du séminaire plus durable, également de la structuration de territoire, on l'a beaucoup fait avec des opérateurs publics, et c'est mettre à disposition des outils de financement, d'ingénierie amont, puisque l'investissement se réalise après au niveau des territoires par les dispositifs existants. Un deuxième volet sur lequel on prend notre part, puisque le tourisme, c'est aussi un marché, et c'est de savoir comment évolue le marché, quelle est sa perception de la durabilité. Et pour cela, on mène des études, alors ça peut être des études de fond, ça peut être des études plus barométriques, où on a mené, à titre d'exemple, il y a 10 ans, on avait fait une étude sur la sensibilité des clientèles européennes au tourisme durable, autour de 3 marchés clés qui étaient l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le UK au sens large et la France. Et voir si depuis 12 ans, donc 2022, est-ce que cette perception a évolué. Alors on se rend compte que, en gros, la perception a évolué, qu'on a des clientèles qui sont de plus en plus sensibles dans les gestes quotidiens que l'on a. On trie ses déchets, on consomme moins d'eau, on fait attention quand on se déplace. Mais qu'en revanche, dans les loisirs, ils sont un peu moins sensibles. C'est-à-dire ce que je fais chez moi, je ne le fais pas forcément ailleurs. Donc il y a sans doute un travail d'incitation et d'accompagnement à ces clientèles étrangères pour rentrer dans une dynamique qui est celle du territoire d'accueil. Sur la notion de tourisme durable, on a voulu aussi évaluer leur connaissance de cette terminologie. Eh bien, on se rend compte qu'ils sont de plus en plus sensibles, que les mots sont acquis, que les labellisations ont pris place et jouent leur rôle. Donc, on a un marché qui est un peu mature, et qu'il faut aller chercher aujourd'hui avec des produits qui soient adaptés. Le produit, il revient aux fondamentaux du tourisme. Comment je viens ? Où je dors et qu'est-ce que je fais. Et à travers l'ensemble de ces maillons, il s'agit de proposer le produit qui soit le plus durable possible et d'être exemplaire en la matière. On avait mené une autre étude également, que vous connaissez sans doute, sur la perception du tourisme par les résidents. Aujourd'hui, l'inclusion est un volet fort également du développement durable. Comment je le vis sur mon territoire en tant que Français pour ne pas avoir de dichotomie entre ceux qui viennent, et finalement ça ne me concerne pas beaucoup, et ceux qui vivent le territoire, qui y travaillent, et de ressentir ce lien. Et c'était assez positif, puisqu'il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de... Même si on a beaucoup parlé d'un mot qui s'appelait le surtourisme cet été, ça a fait un peu l'actualité, mais en tout cas de cette nécessité
de mieux y intégrer dans l'échange, dans le partage, dans la consommation du territoire, et qu'il n'y avait pas d'opposition au territoire d'accueil, à ses résidents, à travers l'accueil du visiteur. On mène également des études en partenariat avec des opérateurs. On a sorti une note qui est accessible, enfin, toutes les études que je vous cite, elles sont accessibles sur notre site, notamment sur la mobilité. Comment réinventer une mobilité pour un tourisme plus durable. Ça a été fait avec Enedis. C'est l'enjeu aussi de tous les accès et des déplacements sur le territoire. Donc voilà, on est sur ces deux champs, accompagner l'investissement avec des opérateurs financiers pour lever et souligner les engagements durables, la gestion environnementale, les dispositifs internes, la formation, la labellisation, et à la fois continuer à observer les clientèles, leur sensibilité et comment on va mieux répondre à leurs attentes et marcher ensemble vers cette durabilité. Merci beaucoup, Nathalie. Jean-Marie, je me tourne vers vous. Vous dirigez donc un fonds de dotation du tourisme durable. Qu'est-ce qui a motivé la création de ce fonds? Alors, le fonds s'est inscrit dans une logique qui était ce qu'on avait appelé le tourisme bienveillant, mais maintenant je pense que les termes qui parlent à tout le monde, c'est tourisme durable, tourisme responsable. C'était une charte qui avait été produite à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme il y a 5-6 ans. Et après, il y a eu une mise en place d'actions ou de plans d'action structurés dans les différents services. Et évidemment, toute la partie hébergement, labellisation, qui prenait un virage ou une accélération en tout cas très forte. Et puis, on s'est dit, il y a un champ qui est peu utilisé dans l'univers du tourisme, qui est le champ de l'intérêt général. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mener des actions avec une casquette et une manière d'agir évidemment qui nous oblige à faire un pas de côté par rapport à la simple, je dirais, promotion ou accompagnement ou mise en marché des professionnels, qui est quand même le métier numéro 1 d'un CRT, mais en revanche qui permet dans beaucoup de domaines, puisque la loi française est assez large, d'agir et de traduire sur les 3 grands axes que tu as évoqués. Alors, moins évidemment sur le volet économie, puisque quand on est dans l'intérêt général, on ne peut pas travailler au bénéfice notamment des acteurs privés. En revanche, sur les 2 autres axes, c'est-à-dire le sociétal, l'accompagnement au départ, la manière de vivre le voyage, là on peut faire beaucoup de choses, et c'est un champ qui est quand même un champ travaillé principalement par l'État, par les grandes associations, par la NCV, par les CAF, c'est-à-dire un champ très public, mais dans lequel les acteurs privés de la filière sont peu présents. Et l'autre grand champ, c'est évidemment l'environnement, la sensibilisation à ce qui nous arrive, aux bonnes pratiques, comment aujourd'hui on doit faire attention à certaines manières d'être à l'occasion d'un voyage ou d'une découverte, et le faire de la même manière et avec le même niveau d'exigence qu'on peut le faire quand on est chez soi. Donc on s'est dit on peut aller dans ce domaine-là. Il se trouve que la loi ne citait pas le tourisme comme une activité de droit complètement mécénable, mais en fait il y avait tout simplement une lecture très simple à faire. Dans la loi, vous pouvez faire du sport, du social, du culturel, de la science, évidemment tout ce qui relève du premier secours et de l'humanitaire. Enfin, on a comme ça 7-8 catégories, et quand on fait du tourisme, ben, on est au moins inscrit dans l'un de ces champs, voire plusieurs. Donc en fait, il nous suffit d'avoir des actions qui s'inscrivent et qui témoignent de ces champs-là pour considérer qu'on fait bien de l'intérêt général du mécénat. Et donc on a créé un fonds de dotation qui est l'outil le plus simple. C'est un peu le petit frère ou la petite sœur d'une fondation, c'est-à-dire qu'on a quasiment les mêmes droits, on a les mêmes outils en défiscalisation pour intéresser les mécènes, puisque c'est quand même le ressort qui est très puissant, c'est de collecter de l'argent pour après le redistribuer au bénéfice d'une cause, d'un combat, d'une action. Et ça, on peut le faire avec un fonds de dotation, c'est très facile à monter, et après on peut œuvrer. La seule différence principale, c'est qu'avec un fonds de dotation, on va chercher exclusivement de l'argent auprès d'acteurs privés, alors qu'avec une fondation, on peut le faire aussi auprès d'acteurs publics. Mais bon, après, il y a tout le régime des subventions, il y a beaucoup de choses qui se font. On avait l'impression qu'avec la filière tourisme, ce qui nous tenait, ce qui nous animait, c'était justement de démarrer et de témoigner avec la filière du fait qu'on pouvait faire plein d'actions intelligentes, pertinentes, enfin, j'espère, et qu'on pouvait les financer avec les acteurs. Et donc, venir compléter
l'action de tous ces grands acteurs, entre guillemets, publics ou parapublics, est témoignée d'un niveau de responsabilité, de prise de conscience des acteurs avec cet outil qui est un fonds de dotation. Ok. Et ce qui est intéressant pour vous tous ici, c'est que vous pouvez faire appel à Essentiem à partir du moment où vous avez identifié des acteurs privés qui veulent délivrer de l'argent pour faire des dotations. Vous pouvez travailler avec Essentiem sur un projet local, sur une action locale sur le tourisme durable. Ah, merci de le dire. C'est vrai qu'on a été pensé ou incubé principalement avec l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, mais on est parti directement avec une dizaine d'acteurs, donc c'est un projet collectif. Avec des gens très différents, VVF, mais aussi Club Med, on a Easy Voyage, mais aussi le CRTL Occitanie, on a G2A, mais aussi Domaine Skiable de France. Voilà. Donc à la gouvernance, ça discute, parce que tout le monde n'a pas forcément la même vision du tourisme, et donc ça c'est sympa. Mais c'est vrai que le fonds de dotation a été créé avec un enjeu qui est national, c'est-à-dire que dans nos statuts, on se propose de travailler sur l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, on travaille par exemple avec un fonds dédié à un programme avec le CRTL Occitanie qui s'appelle Oxygène. On travaille avec l'ADT de la Somme sur un programme qui s'appelle Somme Battlefields for Peace. Donc oui, c'est peut-être pas l'objet aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on peut aussi travailler si sur vos territoires il y a des actions où vous-même vous êtes porteur d'action, c'est possible. Merci. Merci à tous les deux. On va zoomer un petit peu plus du coup maintenant sur les problématiques spécifiques de l'hébergement. Et je vais interroger maintenant Stéphane Landry de chez Charente Tourisme. Donc Charente Tourisme a pris le sujet du tourisme durable à bras-le-corps depuis déjà un certain nombre d'années. Est-ce que, Stéphane, tu peux nous dire comment la question a été abordée de manière générale sur les départements, les problématiques spécifiques que vous avez rencontrées vis-à-vis des hébergeurs, et j'aimerais aussi que tu nous donnes ton point de vue sur les offices de tourisme, comment ils gèrent ce sujet. Oui, alors effectivement, on a pris ce sujet traditionnellement comme les autres, après le Covid, mais d'une manière assez forte. On est une structure qui a une 60aine de collaborateurs, et il a été décidé de nommer très rapidement une personne en charge de la RSE, donc à temps plein. On s'est aussi appuyé sur d'autres dispositifs comme le Fonds Tourisme Durable. Aujourd'hui, c'est à peu près d'1 million d'euros de subventions qui ont été mobilisées pour les acteurs que l'on suit sur les Charentes. Donc c'est hors hôtellerie plein air parce que c'est géré par la filière. Donc du coup, voilà un petit peu les actions qu'on a pu opérer et comment on a pris le sujet. Plus spécifiquement sur les hébergeurs, la nécessité, nous, la façon dont on travaille en concertation avec l'ensemble des offices de tourisme, donc il y en a 18, et la nécessité de voir de quel outil on était en capacité de se doter. Donc l'angle prioritaire, alors on pourra amener aussi sur Wigo Greenair, l'angle premier sur lequel on a travaillé, c'était sur des sujets de commercialisation, parce que je rappelle que Wigo Greenair est également, mais Stéphane le détaillera un peu plus, également une plateforme de distribution, et notamment avec ces aspects éthiques en termes de commission et ces aspects de la promotion d'hébergeurs qui sont engagés sur le durable. Et c'est ce qui nous a donc amené aussi à creuser ce point-là et se poser les questions sur les hébergeurs. Et il est arrivé que pas mal d'hébergeurs finalement n'avaient pas démarré leur transition. Donc on se retrouve avec des hébergeurs qui sont globalement très engagés et qui ont déjà bien avancé, et d'autres qui n'avancent pas par faute de sensibilisation, d'envie, et donc on les a approchés en premier lieu quand même sur le volet économique, c'est important de le rappeler, même si j'ai de plus en plus de mal à dire qu'on doit se servir de l'économique pour financer le durable et que ça doit être une démarche globale. Mais voilà la façon dont on approche sur Charente Tourisme. Et il me semble qu'il y avait 3 ou 4 questions, donc je veux bien que tu m'aides un petit peu, Ségolène. Il y avait les OT aussi. Et donc du coup, les offices de tourisme, alors ce qui est important, c'est que tous n'ont pas la même dimension et tous n'opèrent pas sur les mêmes collectivités. Et important de rappeler, je pense que dans le tourisme est également lié à son territoire, aux infrastructures, tu l'as dit, 80% vient du transport, et c'est des éléments sur lesquels on a moins de poids en tant qu'OGD, même si on peut être influent, et c'est également lié, parce qu'on a
peut-être moins appuyé aujourd'hui aux problématiques du quotidien des habitants. Donc sur les différentes collectivités, les différents OT qui en dépendent, il y a des axes sur la gestion des déchets, sur les infrastructures, sur les mobilités, et donc la nécessité de les associer et d'avoir une approche spécifique pour chaque territoire dans l'accompagnement des hébergeurs. Ça marche. Merci Stéphane. Stéphane trop de Stéphane. Wigo Greener, Wigo Greener échange au quotidien avec les territoires. Ça nous permet d'avoir une vision un peu globale des problématiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui nous est remonté au niveau des territoires ? Oui, alors je pense que vous allez les partager, j'espère, mais effectivement on parle avec plusieurs centaines de personnes depuis 3-4 ans maintenant, presque 4 ans qu'on existe. C'est quasiment tout le temps les mêmes remontées. C'est une envie très forte dans la feuille de route au niveau régional, au niveau départemental et au niveau OT. Une envie très forte d'avancer dans cette transition durable, une envie très forte d'accompagner. Quelquefois, disons qu'il y a une petite latence entre l'inscription dans la feuille de route et la mise en action. Mais après, hormis l'envie, il y a surtout le sentiment d'être un peu abandonné, enfin d'être un peu tout seul face à cette problématique. Pour revenir un petit peu sur la jeunesse de Wigo Greener, au départ, on est une plateforme de réservation d'hébergement éco-responsable. Donc on a lancé ça il y a 4 ans avec ma femme, d'une expérience personnelle. On a voulu voyager de manière plus responsable et il nous a fallu 8 heures pour trouver un hébergement. Donc c'était un peu long. Et on se disait, mais il existe des moyens de mieux consommer, de mieux s'habiller. Enfin, quand je dis mieux, c'est plus durablement, plus responsablement. Bref, pour pas mal de sujets. Et en fait, il n'y a rien pour voyager. Quand on s'est lancé, on ne vient pas du tourisme. Donc on est arrivé avec une vision vraiment voyageur et une envie vraiment de faire bouger les choses en tant que voyageur. On s'est rendu compte, enfin je pense que vous êtes tous au courant de ça, de cette stat qui apparaît tous les ans, mais il y a à peu près 75, 77, 80% des voyageurs qui déclarent vouloir voyager de manière plus responsable et privilégier des hébergements éco-responsables. C'est du déclaratif. On sait que quand c'est du déclaratif, on a plutôt tendance à dire des choses qui sont plutôt positives par rapport à soi-même et même qu'on a envie de faire. La réalité, si on a 3% de la population qui voyage réellement dans de cette façon, je pense que c'est à peu près le maximum aujourd'hui. Par contre, en termes de stats, enfin de potentiel, il y a 90% de la population qui est prête à le faire en réel. Bon, bref, je m'égare. C'est pas le sujet. Donc comment ça s'est passé? En fait, on est avec une plateforme de réservation et on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas marcher parce qu'il n'y avait pas l'offre en face. Donc je vous apprends rien, mais ça ne pouvait pas marcher. Et on était sur la partie hébergeur et on s'est rendu compte très très vite, en l'occurrence pendant le Covid, on s'est lancé le jour du premier confinement, donc ça a été très, très violent. Et pendant le Covid, des hébergeurs engagés nous ont demandé si on pouvait les aider à aller plus loin dans leur démarche. Donc on a dit bah non, nous on est une plateforme, enfin une OTA quoi, vulgairement. Post-Covid, des hébergeurs qui se lançaient, des porteurs de projets, sont venus nous voir, et quand je dis des, c'est des dizaines et des dizaines, qui sont venus nous voir pour les accompagner. Donc pareil, on s'est dit bah, non, on peut pas. C'est pas ce qu'on fait. Et en fait, ensuite on a commencé à parler avec des OGD. Et on s'est rendu compte effectivement qu'il faut accompagner ces hébergeurs parce qu'ils ne savent pas par où commencer. Donc vous, en tant qu'OGD, vous ne savez pas par où le prendre, et ben pour les hébergeurs, c'est pareil, c'est la même problématique. Il y a une problématique de « j'ai pas envie », ça c'est rare, mais « j'ai envie, mais je ne sais pas par où commencer, j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens financiers de le faire, ça va me coûter de l'argent ». Et je pense que c'est à peu près les mêmes problématiques que vous pouvez avoir dans vos offices de tourisme, CDT, ADT, CRT. Question de temps, de moyens, et par où est-ce qu'on le prend. Faut que tu me coupes, hein. Faut pas oublier que tu veux me couper, parce que je veux parler très longtemps. Donc, voilà, la problématique qui revient, je pense, vos problématiques, a priori, elles sont souvent les mêmes, c'est souvent ce triptyque-là, et elles sont en fait partagées aussi par les hébergements. Ok, merci.
Bon, on a fait un constat assez clair, je pense, maintenant. Ce qui est intéressant pour vous cet après-midi, c'est qu'on se tourne vers l'avenir et qu'on explore les solutions desquelles vous pouvez disposer pour faire progresser votre territoire. Donc Nathalie, à votre niveau, vous avez travaillé particulièrement sur les territoires ultramarins. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quelles solutions ont été identifiées pour accompagner les hébergeurs? Et on a travaillé ensemble sur un projet. Comment s'est articulé ce projet? Qu'est-ce qu'il en découle? Et qu'est-ce qu'il en devient pour l'avenir? Alors, nous, on a travaillé en effet sur l'espace ultramarin. Alors, je ne sais pas si vous voyez, ça va de la Polynésie à l'océan Indien. On couvre un vaste territoire. Je ne sais pas si on a trouvé la solution, puisqu'on y travaille toujours ensemble, mais en tout cas, on essaie d'apporter des éléments. Le sujet était simple, c'est-à-dire qu'on a des hébergements plutôt individuels, plutôt gérés par un seul opérateur, ce n'est pas forcément des grands hôtels, qui sont loin, qui sont enclavés, mais en revanche, on doit quand même les amener fortement, progressivement, à se former et à véhiculer des messages auprès de leurs visiteurs. On s'est posé la question de savoir comment on fait pour avoir une démarche qui soit collective, qui soit de même nature, et c'est là qu'on s'est rencontrés en fait. C'est-à-dire que vous aviez, vous, une plateforme de formation qui était aboutie, dédiée aux hébergements, et qu'on pouvait mettre à disposition. On a rencontré de difficultés, hein, c'est-à-dire est-ce qu'il y a la connexion qui va bien, est-ce qu'on peut charger, etc. Donc ça, c'est des détails pratiques qu'on a dû gérer. Ensuite, on s'est dit, bon, ok, ça c'est bien, mais si on n'arrive pas à contextualiser pour chaque territoire, pour chaque bassin, le message qu'on leur porte, et ça je vous invite vraiment à le faire, ils ont besoin d'avoir le sentiment qu'on s'adresse à eux. C'est-à-dire, je ne peux pas parler à des hébergeurs polynésiens comme je parle à ceux de l'océan Indien. Il n'y a pas finalement la même problématique, les mêmes enjeux, les mêmes localisations, les mêmes situations. Donc on a fait tout un travail d'adaptation, de conceptualisation de ces modules pour les mettre à disposition. Alors les mettre à disposition, c'est vite dit. Il a fallu qu'on trouve aussi des truchements, j'ai envie de dire, c'est-à-dire sur qui on s'appuie pour diffuser le message, mettre à disposition des formations qui étaient financées. Donc ça, c'était intéressant. C'était gratuit pour tous. Ils avaient une année pour mener le module. Et là, on a contacté chaque bassin, trouvé la bonne personne, et finalement, c'est jamais la même à chaque fois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre de modèle. Et ça, c'est un vrai enseignement de la démarche. Il faut qu'on s'adapte constamment à ce qu'ils portent, à ce qu'ils représentent sur le territoire, et ce qui va pouvoir faire mouche, j'ai envie de dire, pour entraîner les autres. On a conceptualisé, on essaie de trouver le bon canal de mise à disposition. Et aujourd'hui, on se dit, eh ben, il va falloir aller plus loin. Parce qu'on se rend compte qu'on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire. Et les chiffres nous le prouvent, c'est-à-dire qu'ils sont nombreux à avoir commencé la démarche et ils sont aujourd'hui assez peu à l'avoir conclu, c'est-à-dire à être allés jusqu'au bout du dispositif. Il faut se poser la question pourquoi, on a commencé à le faire, on a remonté des éléments. Et pour remplir l'ensemble de la démarche, il faut qu'il y ait au final un élément qui vienne conclure en fait la formation. Ça ne peut pas juste être une formation, il doit y avoir un élément de conclusion qui permettrait de passer une nouvelle étape. Et c'est là qu'il faut qu'on arrive à concevoir comment ça va pouvoir se dérouler. C'est pas une démarche facile, on en est à la 2e année de mise en œuvre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend ensemble à aller sur ces territoires. Et on a fait une nouvelle chose aussi qui n'existait pas chez vous, puisque vous devez le construire, c'est s'adresser aux opérateurs de loisirs. Alors, vous avez des très petites entreprises, vous avez des gens qui savent accompagner en montagne ou faire du canyoning, ils sont diplômés pour ça. En revanche, se former, avoir de la commercialisation, mettre en place des éléments de sensibilisation à leur clientèle, c'est pas leur métier. Donc là, il faut qu'on leur fournisse des packs, il faut qu'on leur fournisse des outils qui permettent de le faire. Et ça, c'est encore une étape qui reste à faire. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que, vous ne savez peut-être pas, mais les territoires d'outre-mer, c'est des vrais laboratoires. Ils sont confrontés à
d'énormes difficultés qui sont exacerbées parce qu'ils sont loin, parce qu'il n'y a pas 50 façons d'y aller, il faudra bien prendre un avion. Et ça suppose qu'ils soient exemplaires en termes de durabilité dans des espaces qui sont contraints et protégés. Donc il fallait prendre tous ces éléments en considération. On n'est pas arrivé au bout du chemin, mais on se rend compte qu'il y a une demande, il y a un besoin, il y a une envie, et qu'il va falloir aussi maintenant, je le dis toujours, mais transformer aussi le client, le consommateur. Et c'est pas juste l'hébergement, c'est bien un travail qu'on fait ensemble, où on avance ensemble, et qu'il va falloir les sensibiliser plus à l'espace dans lequel je me trouve, à la valeur de l'espace, au service qui m'est proposé, et qui doit être à la hauteur de ce que peut m'offrir le territoire. Voilà, ne pas se tromper sur ce qu'on offre et ce qu'on en attend. Oui, donc on se rend bien compte que la formation et la sensibilisation des hébergeurs est un peu la pierre angulaire du déclic provoqué déjà aux hébergeurs et ensuite aux voyageurs. Alors, c'est le déclic parce que ça fait partie de ce qu'on dit, c'est les fondamentaux, c'est-à-dire on sait comment on y va, mais maintenant l'hébergeur, il doit être un vecteur, il doit être un ambassadeur pour raconter son territoire et divulguer les bons gestes, en fait, qui ne sont pas forcément ceux qu'on applique tous les jours, et entraîner, en fait, ces visiteurs à les perpétuer. C'est des choses simples, par exemple, quand on va faire de la rando, c'est de dire, est-ce que je dois bien marcher là parce qu'il y a quelque chose qui est fragile, parce que l'environnement est fragile. C'est la gestion des déchets, c'est quand même très exacerbé sur des sentiers ou des espaces qui sont enclavés. Se dire, finalement, il faut que vous les rameniez avec vous, c'est le mieux, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de poubelle. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas envie d'en mettre, c'est parce que justement, il faut que je les ramène. Donc ça, c'est des discours qu'on doit aussi porter. Ok, merci. Stéphane, même retour un peu d'expérience du terrain. Qu'est-ce qui a été mis en place et qui a été reconnu comme efficace en Charente ? Peut-être de manière générale, mais aussi pour les hébergements spécifiquement. Et le travail qu'on a fait ensemble, est-ce que tu peux le décrire et expliquer un peu comment ça fonctionne ? Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit, le fonds tourisme durable, mais qui s'adresse uniquement aux entreprises et aux hébergements et aux restaurateurs. Donc on voit bien qu'on ne couvre pas l'ensemble des partenaires que l'on accompagne. C'est pour ça qu'on a développé d'autres choses qui n'existaient pas, à savoir sur les activités de loisirs, les musées. On a spécifiquement un accompagnement d'une personne qui a été formée en interne sur ces sujets-là et qui a mis en place alors ça n'amène pas à des subventions, mais ça amène au moins un diagnostic et un plan d'action que l'on peut dérouler. Et sur les hébergeurs, pour en venir avec WeGoGreenair, donc nous qu'on a expérimenté l'année dernière auprès de 30 hébergeurs, donc des meublés, des gîtes, des chambres d'hôtes, sur 3 territoires, donc en association avec des offices de tourisme, sur des territoires qui sont à des maturités différentes en termes de développement durable, notamment sur l'Aunis Marais Poitevin, où on a deux collectivités qui sont très avancées sur la gestion du déchet. Ils viennent d'intégrer un nouveau bâtiment qui est neutre en carbone. Il y a ce côté aussi proche de la nature du Marais Poitevin qui fait que ils se sont engagés là-dessus. Et en termes de après sur la fréquentation, sur ces aspects-là, ils travaillent beaucoup. Et d'autres territoires qui sont moins avancés. Ce qu'on s'est rendu compte sur l'expérimentation, donc l'expérimentation au bout d'un an n'est pas 100% satisfaisante, mais c'est bien pour ça qu'on appelle ça une expérimentation et que ça amène derrière à d'autres développements et des avancées sur ce qui est proposé par ce programme. Ce qu'on s'est rendu compte, et on a fait quelques petites erreurs, mais ça c'est en faisant qu'on apprend, c'est d'avoir souhaiter en premier lieu se tourner uniquement vers les acteurs qui sont déjà engagés très fortement sur le développement durable. Donc c'est pour ça qu'on a un rôle très important en tant qu'on soit ADT ou Office de tourisme ou CRT, à aller sensibiliser et chercher ceux qui sont le moins engagés. C'est des sujets, il y a quelques années on parlait des sites internet, on parlait de la vente en ligne, sauf que là sur le développement durable, les acteurs ils n'ont pas vraiment le choix. Et on a une carotte qui est quand même très forte, qui est le volet économique, et derrière aussi les aspects en termes de communication et d'anticipation sur le futur, sur les clientèles que l'on pourrait avoir. Et si on n'engage pas directement cette transition, demain, dans des courts, dans des moyens et long termes, ces clientèles simplement elles viendront plus dans ce type d'hébergement. Donc c'est aussi ça les messages qu'on doit apporter pour que ils intègrent rapidement ces démarches-là. Et ce qui est bien, c'est qu'on a une solution qui est vraiment clé en main, qui se développe. On n'est pas simplement sur un aspect de formation, et à la fin, on a un diplôme
Stéphane, je pense que tu en parleras du Green Score, mais voilà, ça permet aussi d'afficher des éléments comme ça. Derrière, il y a d'autres dispositifs, la plateforme de distribution, il y a une centrale d'achat, donc c'est une démarche bien complète. Et aussi, en tant qu'OGD, comme vous le savez, hein, sur nos sites de destination, on classe nos hébergements par nombre d'étoiles. Bon, ça, je pense qu'à moyen terme, même à très court terme, c'est quelque chose qui va évoluer et on a la nécessité de faire la promotion d'hébergeurs qui sont engagés durablement. Très bien, merci. Jean-Marie, donc Essentiem a créé un programme de formation avec 3 options, du présentiel, des webinaires et de l'e-learning. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce programme, de l'e-learning? Pourquoi l'e-learning? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et nous expliquer ce que vous présagez pour les mois futurs. Ok. Alors le contexte, c'est, je l'évoquais tout à l'heure avec l'intérêt général. Il se trouve qu'on avait un sujet qui nous travaillait, c'était comment on pouvait, puisqu'en Auvergne-Rhône-Alpes, on est quand même très proche des Savoie, Haute-Savoie, Isère, de territoires de montagne. Donc c'est l'un des sujets qui vient naturellement dans les réflexions. Et avec les évolutions réglementaires et puis législatives autour du DPE, des obligations de monter entre guillemets en gamme, d'être moins énergivore, de mieux gérer ses déchets, son énergie, qui vont avoir des conclusions, voire des sanctions très mécaniques, hein, puisqu'à partir de 2025, les classements doivent progresser d'un niveau, 2028 aussi. Entre-temps, il y a potentiellement des catégories qui ne pourront plus être proposées à la location longue durée. Enfin, voilà, il y a un arsenal qui arrive pour contraindre les loueurs de biens et puis aussi les hébergeurs plus globalement à faire très attention. Donc on l'évoquait tout à l'heure, il y a ceux qui sont déjà engagés, qui sont très vertueux, et puis il y a ceux qui voient arriver peut-être un peu le vent du boulet et qui se disent on va être ciblés. Donc nous, on s'est dit, avec l'intérêt général, on pourrait très bien travailler avec ces hébergeurs de tout type. Évidemment, la ligne rouge, je l'évoquais tout à l'heure, c'est de ne pas dépenser de l'argent pour des réalisations d'acteurs privés. Donc là, c'est de la formation, c'est-à-dire qu'on les engage, on les accompagne pour qu'ils se mettent finalement sur de bons rails et qu'ils avancent vite vers la compréhension des enjeux, leur bâti, comment ils peuvent le faire évoluer. On l'a évoqué, le déchet, les énergies, les fluides, préparer le DPE, qui va être un élément important dans ce dispositif. Et on a eu un mécène qui est venu vers nous, donc je le cite, c'est Airbnb, qui met pas les doigts dans le moteur, mais qui nous a dit, OK, ce sujet nous intéresse. Alors certainement parce que leur propre métier avec leurs hôtes fait que ces questions se posent aussi pour eux, mais c'est un dispositif, comme doit l'être tout dispositif d'intérêt général, qui est ouvert, c'est-à-dire qu'il n'est pas limité à un cercle restreint de bénéficiaires. Et on est parti là-dessus. On a pensé en fait qu'une formation, peut-être de manière un peu classique, on s'est dit il faut qu'il y ait, pour ceux qui sont très loin et qui vont avoir une dynamique simplement parce qu'ils sont peut-être entraînés par leur OT, on leur a dit qu'il y avait une formation, un expert qui venait, ils allaient pouvoir échanger sur leurs conditions finalement très pragmatiques d'exploitation de leurs propres biens, donc des demi-journées pour avoir un premier niveau de sensibilisation à toutes ces questions. Deuxième niveau du webinar, avec de nouveau un ou des experts et un cycle de 6 webinars d'1h30 à peu près pour rentrer dans une logique collective et travailler. Et puis on s'est dit aussi du learning, parce que ces formations sur étagère qui font que chacun est libre de gérer son temps, d'aller vite ou pas vite, d'enchaîner 2-3 thèmes et puis de s'arrêter un mois et puis de reprendre, ça pouvait être une manière aussi de proposer. On est dans la même logique que Nathalie, c'est-à-dire que c'est financé, hein, puisque je viens de l'évoquer, donc c'est des formations qui sont gratuites pour les hébergeurs. Alors nous, notre cible, c'est les hébergeurs indépendants de montagne, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas forcément un grand groupe derrière eux pour les aider, soit avec la casquette RSE, soit avec des outils très terre à terre sur cette transition. Et ça fait du monde, depuis les hôtels indépendants, les auberges de jeunesse, les refuges, toute la partie évidemment location de particulier à particulier. Hein, c'est pas quelque chose qui est hors cadre. Donc tout ça, c'est adressé avec ces 3 types de formations.
On a débuté depuis la rentrée, puisqu'on avait passé une étape de sélection, et il me semble que WeGoGreener a gagné le format numéro 3, c'était le nom qu'on avait technique, mais pour dire que sur la partie e-learning, on savait que vous travailliez là-dessus, que vous aviez des choses qui existaient, et en les découvrant, nous, au service hébergement, on travaillait un petit peu avec vous, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui correspondait de très près à ce qu'on imaginait. Donc ce lot pour nous, au moment où on avait fait un appel à projet, à candidature, est allé vers votre solution très, très naturellement. Et aujourd'hui, on est dans la phase de déploiement, c'est-à-dire, c'est un peu les mêmes logiques que vous avez évoquées, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver notre public. C'est bien beau d'avoir créé les dispositifs, de les avoir financés, donc on a l'impression d'avoir bien travaillé, mais encore faut-il que ça soit utile et que ça permette à ces hébergeurs d'avancer dans finalement dans leur meilleure gestion de leur outil de travail et au bénéfice de tout le monde, hein, finalement. C'est quelque chose qui reste un enjeu, c'est-à-dire que je l'évoque ici parce que sur les territoires, on n'est quand même pas très loin des Pyrénées. Sur ces territoires, on a aussi des demi-journées avec ABCD Tourisme et avec Betterfly. On a sinon les 2 dispositifs évoqués, les webinars et le e-learning qui sont disponibles. Donc tout le monde fait son travail pour essayer de faire connaître les dispositifs. Et c'est vrai que je me retrouve vraiment dans tes propos. Des fois, c'est avec l'OT, des fois, c'est avec la Comcom, des fois, il y a un responsable au service construction ou aménagement. Enfin voilà, les cas de figure, des fois la CCI, enfin, tout est différent. Donc on se rend compte que si on veut vraiment aller rencontrer notre public cible, bah, c'est en soi un travail. On a les outils, je pense qu'ils sont vraiment bien faits. Mais encore faut-il qu'ils rencontrent cet appétit. Donc là, c'est le moment dans lequel on est. Et voilà, si vous pouvez le faire savoir aussi, et si ça vous intéresse d'aller plus loin, vraiment on peut échanger. Mais on est à peu près à 200 inscrits dans les différents modules. On s'est donné un objectif de former 1000 hébergeurs. Bon, c'était un chiffre rond, donc on est parti là-dessus. On se rend compte que 200, bon, on a fait 20%, mais on a fait 20% en faisant quand même un peu de bruit et en commençant à le faire savoir. Donc ça veut dire que la pente pour arriver à 1000, ça va être une belle pente, quoi. Donc on va continuer évidemment de travailler là-dessus. Ce qui est certain, c'est qu'on est compris par les acteurs de territoire, par les OGD, mais encore faut-il bien prendre le temps d'échanger, et puis après, eux, de leur côté aussi, de continuer à évangéliser, à faire passer les messages, à activer autour d'eux. Donc c'est toute une chaîne qui travaille ensemble pour essayer à la fin d'apporter ce service aux hébergeurs indépendants de montagne. Donc on est dans cette aventure. Merci Jean-Marie. Oui, c'est vrai que nous, on s'est rendu compte aussi avec les années que toucher les hébergeurs, c'était pas évident. Et c'est là que le rôle du terrain est hyper important et fondamental pour réussir à accéder, à tirer leur attention, à attiser leur curiosité et de leur donner envie de se former en tourisme durable. Stéphane, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la façon d'agir sur le terrain de WeGoGreener, la façon d'aborder cette problématique, et peut-être aussi nous expliquer les types de partenariats qu'on peut avoir et les différents modèles de financement qu'on peut monter avec des OGD à différents niveaux. Alors, il y a 3 questions. Ouais. Première question, enfin, déjà, je veux effectivement rebondir sur ce que vous avez dit. On est en phase de déploiement, on est en phase de certains en phase de test. Enfin, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que clairement le contenu, je pense, est validé, et on voit qu'il y a un sujet sur comment on les touche, le dernier kilomètre, quand même, un peu, hein, si on fait de la mobilité. Le bon, en tout cas au niveau départemental, le bon relais, très clairement, c'est les offices de tourisme. Il faut que les OT soient dans la démarche en amont. C'est juste pour rebondir. Enfin, vraiment, c'est très clairement ce qu'on voit, nous, depuis 2 ans. Donc, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, effectivement. On a, suite à tous les feedbacks qu'on a reçus, enfin les demandes, on va dire, on a créé, on a enrichi WeGoGreener. Donc WeGoGreener aujourd'hui, c'est plus juste une plateforme de réservation, d'hébergement éco-responsable. Ça, c'est la partie pour les voyageurs.
Mais pour les hébergeurs, on l'a pensé comme la solution tout en un et complète pour accompagner les hébergeurs dans leur transition durable. Et c'est comme ça qu'on est amené à travailler ensemble aujourd'hui. Donc je m'explique un petit peu. Un hôte, un hôtel, un meublé, bref, n'importe qui, un gérant, ou pas forcément le gérant, se connecte sur WeGoGreener. Il va pouvoir piloter sa transition. La première étape, ça va être autour de mesurer son impact. On a la possibilité de mesurer très simplement, avec des indicateurs très simples, ou d'aller faire jusqu'à un bilan carbone, un vrai bilan carbone. C'est un peu plus costaud, mais c'est faisable. Ça va lui permettre de savoir d'où il part, qu'est-ce qui génère quoi, entre guillemets, d'où vient son impact environnemental, dénuité, et comment il peut l'améliorer, mesurer par la suite comment il l'a amélioré. Ils ont aussi la possibilité de voir les économies qu'ils peuvent réaliser. Et ça, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, Stéphane. C'est un très gros sujet aujourd'hui. On voit que c'est un très très gros levier, tout simplement, parce que je pense que tout le monde en est bien conscient. Les temps sont difficiles. Eh bien, rentrer dans une démarche durable, c'est aussi générer des économies à terme. Et donc, quand on a des personnes qui pensent coût, en fait, il faut qu'ils pensent investissement, parce qu'il y a un retour sur investissement. Ils vont aller investir 100, mais derrière, ils vont économiser 700, 800, ou quelquefois plus, quelquefois dès la première année. Enfin, je veux dire, les retours sur investissement peuvent être très rapides. Donc là, on a mis ça aussi pour les inciter aussi à démarrer. Première étape, donc, c'est se mesurer. Deuxième étape, c'est se former. Donc là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais voilà, on a des formations e-learning pour les gérants ou pour leurs collaborateurs, quand c'est des grands établissements. Troisième étape, ça va être de les aider à piloter. Ça va générer un plan d'action personnalisé par rapport à ce qu'ils veulent mettre en place, ce qu'ils peuvent mettre en place, avec pas mal d'indicateurs sur les aides et tout. L'étape d'après, on les lâche pas dans la nature. On leur a expliqué pourquoi ils ont été formés, quel est l'impact qu'ils ont. On va leur proposer des solutions éco-responsables à mettre en place au sein de leur établissement. Donc on a créé une centrale d'achat où il y a 750 solutions éco-responsables, des produits, des services, pour les aider, pour les accompagner pour la mise en place. Donc ils vont gagner beaucoup de temps, en l'occurrence de recherche, et économiser en moyenne 10% en tarif. L'étape d'après, c'est la distribution, finalement, ce qui est notre job initial, l'OTA. On est une OTA où il n'y a pas de frais fixes, donc ça ne leur coûte rien de mettre des annonces. Et en l'occurrence, on a voulu avoir une démarche éthique, pas que environnementale, puisqu'on a fait une commission à 10%. Donc 2 fois moins que ce qui se passe ailleurs. Donc s'ils le souhaitent, leur engagement peut générer en plus des retombées en termes de nuitées et gagner plus en l'occurrence. Tout ce que je vous dis, ils ont le choix de le faire ou pas le faire. Hein. Ils ont accès à cet outil. Et la dernière étape, c'est, on l'a appelé fédérer, merde, je n'ai plus le nom. Inspirer et fédérer, merci. Et donc, on est plus sur la communication, sur des kits de com, clés en main, ou leur expliquer comment communiquer aussi. C'est quand même un sujet assez sensible, on peut vite tomber dans des pièges. Comment communiquer, vers qui, pour leur réseau, pour leur site web, mais aussi pour leur établissement, à mettre au sein de l'établissement, etc. Donc ça, c'est voilà ce qu'est aujourd'hui WeGoGreener. Donc c'est beaucoup plus qu'une plateforme de réservation. Au final, si vous les suivez, c'est 1/5 du truc. Aujourd'hui, on accompagne 750 professionnels, certains aussi via nos 3 invités. On est très proche de signer 2 groupes hôteliers pour accompagner 1900 hôtels à partir de 2024. Et on est en discussion avec une quinzaine de CDT, ADT en ce moment. Certaines discussions très très avancées puisqu'on est dans les timings de signature. Donc, on a voulu créer un outil qui vienne répondre directement aux besoins de vos hébergeurs et donc accessoirement aussi les vôtres, qui soit complet, qui soit très simple à utiliser et qui soit pragmatique. Voilà. Aujourd'hui, attends, tu avais une 3e question ? Non, on va passer aux questions-réponses. Ah oui. Essaye de conclure ta phrase. Ok. La 3e, la fin, c'était comment est-ce qu'on peut financer. En fait, l'idée, c'est qu'on a voulu quelque chose de
très abordable aussi. Donc on démarre à peu près 10 000 euros l'année en illimité sur un territoire de niveau CDT, donc quel que soit le nombre d'inscriptions. Après il y a des options, etc. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est la volonté justement de donner les outils et de mettre les offices de tourisme dans la boucle dès le départ, le plus tôt possible pour le faire. Et en cofinancement, on a aussi, selon les territoires, la possibilité de cofinancer avec l'ADEME, ce qui arrive pour certains. Voilà. Donc là, je ne m'avance pas plus, puisque ça dépend des territoires. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions sur tout ce qui a été dit? Ah, super. Bonjour, Caroline Betterfly Tourisme. Merci du coup d'avoir été citée, mes collègues. J'avais une petite question parce que ça a été dit en préambule, on sait qu'il y a des intentions de consommer responsable, que ce soit dans le tourisme ou dans d'autres sujets. Justement, à travers les 4 solutions là autour de la table, est-ce que vous intégrez dans les satisfactions clients ce qui a été vraiment consommé en matière de vacances responsables? Parce que les chiffres notamment de Booking, c'est du 90% de intention de voyager responsable. On sait très bien qu'entre l'intention et la réalité. Et je suis persuadée que des plateformes OTA peuvent aussi exploiter les avis clients orientés vers la durabilité. Est-ce que c'est des choses que vous intégrez ou pas, ou des réflexions? Alors, pas aujourd'hui, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on a en tête depuis le début, et pour des raisons évidentes, puisqu'on vient de l'OTA au départ, et que c'est ça qui nous a lancé aussi. Voilà. Après, on avance à notre rythme. On a mis une grosse priorité sur cette partie d'accompagnement, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte très vite que on ne pouvait pas être un facilitateur de cet essor d'un tourisme plus durable si seulement 5% des hébergements étaient engagés. Aujourd'hui, post-Covid, je pense que personne ne peut imaginer qu'en 2030-2035, un établissement ne soit pas engagé, pour le coup. Ce que tu disais d'ailleurs aussi tout à l'heure. Enfin, il y a aussi une notion d'y aller. Donc évidemment qu'on va commencer à intégrer ces données-là. Mais on est tout à fait d'accord qu'il y a un grand écart entre le déclaratif, mais cet écart et la réalité. Mais cet écart, il va tendre à tout simplement fondre à partir du moment où on aura l'offre. L'offre, on a parlé, mobilité, restauration, enfin qu'il y aura une cohérence globale. Mais l'hébergement ne peut pas être mis à côté. On ne peut pas être un territoire engagé à faire énormément de choses pour être engagé et ne pas accompagner non plus ces hébergements. Juste avec le fait que notre service hébergement et labellisation, il constate quand même qu'il n'y a pas une grosse progression des hébergeurs à s'engager dans les logiques sur peut-être la trentaine de labels qui pourraient être pertinents, faire le travail, parce que le label c'est le tampon, mais c'est souvent le travail qui est fait avec le label qui permet de progresser rapidement. Il n'y a pas tant que ça dans l'offre d'hébergeurs qui veulent émerger avec cet outil. Donc là, c'est difficile à interpréter, mais il n'y a pas une grosse progression. Et après, du côté des consommateurs, on disait consommateurs il y a quelques années, est-ce que ça pousse très fort? C'est difficile. Je pense que le mouvement, il existe. C'est-à-dire qu'il y a la prise de conscience et l'envie de faire. Je pense que c'est pas galvaudé. C'est normal que ça apparaisse dans les enquêtes. Après, ça se fait de manière peut-être un peu diffuse. Et les outils habituels qu'on avait pour engager tout le monde, pour l'instant, ils font pas tout à fait le travail. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a plein d'initiatives, j'ai l'impression, pour avancer avec notamment la filière et les sociopros. Parce que ce qui pourrait les titiller et les accompagner n'est pas tant que ça consommé. Voilà, c'était juste un petit élément de complément. Juste, je rebondis sur ce que tu disais par rapport au label. Alors nous, on est plutôt agnostique en termes de label. Enfin bon, il y en a 3-4 qui sortent du lot, quoi, très clairement, mais je ne vais pas faire de pub. Hormis un, puisqu'on a un parcours dédié là-dessus, qui est Clé Verte. On a eu énormément de demandes. Notre parcours de base est standard, on va dire. Énormément de demandes des hôtels pour avoir un parcours Clé Verte. Donc après, je pense qu'il y a aussi une vision socio-pro professionnelle vraiment et non pro. Les pros, en tout cas les hôtels en plus, ont en ce moment
il y a un changement dans le classement hôtelier qui a fait que il y a une prise de conscience, mais en plus de ça, ils ont envie d'être écolabellisés. Enfin, de plus en plus, quoi, vraiment, mais énormément. Je pense que c'est 80% de nos ventes aujourd'hui. Moi, j'avais donc Polem Récasse, l'office de Bayonne. Ségolène rappelait au début de l'intervention que le tourisme durable, ça repose sur 3 piliers. Mais dans les indicateurs qui ont été rappelés, et le poids notamment de l'hébergement, on a cité 20%. On parle de 20% de l'impact écologique. On ne parle pas du social, ni du poids économique de tout ça. Donc j'ai entendu dans les interventions que bien sûr, quand on veut travailler sur l'écologie, il faut veiller aussi aux autres aspects. Ce serait intéressant de voir comment on intègre ça. Et du coup, je me demandais, dans vos baromètres, dans les grilles de notation ou d'évaluation que vous proposez, est-ce qu'il y a des ingrédients justement sur le social? Est-ce que c'est valorisé aussi dans la communication sur le label ou les marques qui sont proposées? Alors oui, tout à fait. Donc, dans la partie formation, je vais faire 2 réponses. Dans la partie accompagnement, on va effectivement aborder la partie sociale, partie RSE en fait, globale. Dans la partie indicateur, Green Score, dont on a un peu évoqué, qui est notre score sur la plateforme des réservations, on a des points bonus effectivement sur la partie sociale, et on a des points bonus si on est écolabellisé. Et on peut très bien avoir un très bon Green Score sans être écolabellisé, c'est des points bonus. Mais c'est quelque chose qu'on intègre obligatoirement dans la démarche, parce que c'est une évidence, on va dire. On ne peut pas ne pas le faire, en fait. Après, on est en France, et l'aspect social est un petit peu peut-être mieux disant que dans d'autres pays. Voilà. Mais quand même, quand on discute avec des hôteliers, on se rend compte que on n'est pas tout le temps sur la même longueur d'onde, quoi. Après, il y a encore un peu de boulot. Voilà. Les choses évoluent. Et donc oui, à la fois on l'a dans l'accompagnement, et oui, on l'a aussi dans ce qu'on vient mesurer derrière. Désolé. Je vais dire un petit mot quand même sur les hébergeurs, parce qu'ils sont engagés sur ce volet. Nous, avec Essentiem, on travaille sur le départ en vacances des publics qu'on appelle empêchés, c'est-à-dire qui ont la plupart du temps soit pas les codes, soit qui se l'interdisent, soit qui vraiment sont dans une situation sociale ou économique qui ne peut pas. Et on sait que c'est 30 à 40% des Français qui ne partent pas en vacances. Et les hébergeurs, on les a sollicités pour participer à des démarches pour accompagner. Et par exemple, vous le savez, la NCV sur des gros dispositifs a des murs d'offres en demandant à des professionnels de dégriffer leurs offres de moins 30 à moins 70%. Et ils ont quand même pas mal d'offres. Donc évidemment, il peut y en avoir qui sont dans des périodes où ils n'arrivent pas eux-mêmes à vendre, donc ils se disent ça vaut la peine d'eux. Il y a des effets d'aubaine, et puis tant mieux. Hein. Je veux dire, on n'est pas du tout à apprécier les choses, mais ça existe beaucoup. Et nous, avec par exemple VVF, avec Vacances Éole, on a, quand on fait des opérations chaque année pour faire partir des familles en vacances, on met du numéraire, du cash pour aider une tête de réseau, comme Vacances Ouvertes, mais on met aussi à disposition des nuitées, c'est-à-dire finalement le fait de pouvoir venir dans les resorts ou dans les hôtels de VVF et de Vacances Éole, ou dans les résidences, et ils jouent le jeu spontanément. Donc voilà, c'était simplement pour dire que sur le volet social, c'est vrai un peu des fois le parent pauvre des trois catégories que tu as éclairées au départ, sur la RSE et puis globalement aussi en mécénat, il y a quand même aussi une envie de bien faire qui existe. Peut-être qu'on n'a pas trouvé encore les dispositifs pour le faire de manière un peu industrielle, et peut-être qu'on n'y arrivera pas, peut-être qu'on va y arriver, mais en tout cas, ça existe aussi comme intention et comme réalité. Peut-être juste un mot sur le volet social aussi. Il y a toutes les difficultés aujourd'hui de RH, de recrutement dans ces métiers, avec des actions qui sont menées aussi, donc ça a été par le gouvernement, sur la connaissance des métiers, sur un meilleur traitement, rémunération de ces activités,
pour avoir des gens qui ont envie de faire ce qu'ils font, avec ne plus avoir des problèmes d'emploi, de logement quand on est saisonnier, ça on l'a tous rencontré durant l'été. Donc il y a une forme de conjonction en fait de tous ces éléments qui nous amènent à reconsidérer l'ensemble de la filière. Et c'est là qu'il faut continuer à pousser et accompagner, mais une fois de plus, c'est sous la pression un peu... C'est la pression sociale en fait qu'on arrive à avancer. Et sur les vacances, ce qu'on a appelé vacances pour tous à l'époque, je pense que c'est un dispositif qui a aidé, qui a accompagné et qui s'est révélé d'autant plus utile dans les crises, qu'elles soient sanitaires ou autres, où en fait il y a à faire découvrir ces modes de vacances, à faire consommer et à en faire plus tard des consommateurs et des acteurs de la filière. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, dans notre discours auprès des professionnels, pour le coup, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a l'aspect de fidéliser, attirer les talents et les fidéliser. Gros sujet, évidemment, qui est une évidence pour nous, post-Covid. Aujourd'hui, très clairement, pour leur marque employeur, donc pour attirer, mais surtout pour fidéliser, être dans une démarche durable, dans une démarche RSE, est extrêmement porteur. C'est sans commune mesure en termes de nombre de CV, bref. Et le petit exemple que je prends habituellement, nous on est une petite start-up, on est 12 personnes, on reçoit entre 5 et 10 CV par semaine sans annonce. On a mis une annonce avant-hier, on a reçu 40 CV en une journée. Et on est une petite start-up à Bordeaux, on n'est pas au cœur de Paris, on n'est pas un gros machin, enfin voilà. Parce que tout simplement, on est une entreprise de l'ESS engagée et qu'on est sur. On vient parler, ça parle aux jeunes et on fidélise, a priori. donc voilà, c'est très clairement porteur et je pense que il y a au moins ces deux gros leviers pour engager vos professionnels. C'est l'histoire des économies qu'ils vont réaliser. L'histoire à très court terme et l'histoire de fédérer et d'attirer des talents. Et après, il y en a évidemment d'autres derrière, mais ces deux-là, ils les entendront. Merci. Ça y est, c'est l'heure. C'est l'heure. On va discuter entre nous, si vous voulez. Notre atelier se termine. Merci à tous pour votre attention. J'espère qu'on vous aura apporté des pistes de réflexion. N'hésitez pas à venir nous voir. Je voulais juste rajouter un détail qui peut être important pour vous en tant qu'OGD. On est en train de mettre en place des formations aussi au sein des offices de tourisme pour vous aider à aborder le sujet du tourisme durable. Donc n'hésitez pas à nous demander si vous avez besoin de ce genre de contenu. Voilà, merci. Merci.